Elle n'était qu'une simple serveuse, se battant chaque jour pour assurer un avenir à deux. Mais lorsque l'homme qui l'avait abandonnée enceinte a franchi la porte du restaurant avec une autre femme, elle a découvert que le passé refusait de la laisser tranquille et que cette nuit-là allait absolument tout changer. Le rire d'Alexandre résonnait dans le salon luxueux, un son d'une arrogance pure. À ses côtés, Camille ajustait un collier de diamants, son regard balayant la salle avec dédain. « J'espère au moins que le service est à la hauteur ici ?» demanda-t-elle, la voix traînante d'ennui. Alexandre ne leva même pas les yeux de son téléphone. « S'il ne l'est pas, j'achète l'endroit. C'est aussi simple que ça. » À quelques mètres de là, Chloé sentait le poids de la journée sur ses épaules. Ses chaussures usées étaient une insulte au marbre poli du sol. D'un geste instinctif, sa main libre vint protéger son ventre arrondi alors qu'elle s'approchait de leur table. « Bonsoir. Désirez-vous » Sa voix s'étrangla dans sa gorge. Alexandre leva enfin le visage. Son sourire se figea. Ses yeux s'écarquillèrent un instant. Un flash de panique pure. C'était elle. Camille sentit le changement dans l'atmosphère. « Qu'y a-t-il, chérie? Tu as vu un fantôme ?» Chloé resta paralysée, le menu en cuir pesant une tonne dans ses mains. L'air avait tout simplement disparu. C'était lui, l'homme qui lui avait promis le monde et l'avait laissé avec rien d'autre qu'un enfant en route. Le murmure des autres tables commença, les regards curieux se tournant vers la tension électrique entre le couple de milliardaires et la serveuse enceinte. Il se reprit en une seconde. Le choc se mua en un masque de glace. Se penchant en avant, comme pour commander quelque chose, il siffla à la voix basse et pleine de venin, pour qu'elle seule puisse entendre. « Fais comme si tu ne me connaissais pas. Agis normalement, ou je te jure que je te fais virer avant même d'avoir fini de dîner. » Sa menace plana dans l'air, plus froide que la glace dans le seau à champagne. Les mots, avant même d'avoir fini de dîner, résonnèrent dans l'esprit de Chloé. Et le son de cette voix, autrefois la mélodie qui l'endormait, était maintenant un détonateur. Le bruit du restaurant s'évanouit. L'image d'Alexandre, arrogant et cruel, se dissolut pour laisser place à celle d'un homme différent, celui qu'elle avait autrefois aimé. Le souvenir la frappa sans pitié. Quelques mois plus tôt, il n'était pas assis à des tables en acajou, mais sur une nappe à carreaux étendue sur l'herbe d'un parc. Le soleil lui réchauffait le visage, tandis qu'Alexandre lui tendait une fleur des champs. Un jour, Chloé, avait-il dit, les yeux brillants d'une sincérité qu'elle croyait réelle, nous aurons une maison avec un immense jardin, et tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie. Il parlait d'enfants, d'un avenir qui semblait si tangible qu'elle aurait pu le toucher. Elle avait gardé cette fleur séchée dans un livre, symbole d'une promesse qui n'était plus que poussière. Le souvenir suivant était plus net, plus douloureux. Le jour où, les mains tremblantes de joie et de nervosité, elle lui avait montré le petit test de pharmacie avec 2 lignes roses. Son sourire n'était pas venu. La chaleur dans son regard avait été remplacée par une froideur qu'elle n'avait jamais vue, une expression calculatrice, distante. Le silence qui avait suivi fut le son le plus assourdissant qu'elle ait jamais entendu. Quelques jours plus tard, il l'avait convoquée dans son bureau, un environnement stérile de verre et d'acier qui reflétait le vide dans ses yeux. « Chloé, un enfant maintenant ruinerait mes plans, » avait-il dit, la voix sans émotion. « Mes affaires, l'image de la famille, ce n'est pas le moment. » Elle avait tenté d'argumenter, de lui rappeler les promesses, l'amour qu'il se jurait. Il l'avait interrompu en faisant glisser une enveloppe sur la table polie. « Ceci règle le problème. Considère ça comme une compensation. » Le mot « problème » l'avait brisé. Leur enfant, une graine d'amour, était un problème. Et leur amour, une transaction à compenser. Elle s'était levée, avait laissé l'enveloppe intacte et était partie sans se retourner, sentant le poids de 2 vies sur ses épaules. Et maintenant, le son du rire de Camille, aigu et faux, la ramenait à la réalité brutale du restaurant. Le passé et le présent entraient en collision. C'était le même regard froid. Le même homme qui lui avait offert de l'argent pour effacer son enfant, la menaçait maintenant pour effacer son existence. Il n'avait pas changé. Il était seulement devenu plus riche, plus cruel.
La peur qui l'avait paralysé un instant commença à se transformer en quelque chose de nouveau, une fureur silencieuse. Il n'allait pas la détruire, pas encore. La fureur qui parcourut l'échine de Chloé n'était pas chaude et explosive, mais froide, tranchante et par-dessus tout, silencieuse. C'était la fureur d'une mère. L'espace d'un instant, le monde devint net. Le murmure de la salle, le cliquetis des couverts, le visage suffisant de Camille, tout devint un bruit de fond. Il n'y avait qu'un seul objectif, clair et inébranlable, survivre à cette soirée. Pas pour elle, mais pour le petit être qui grandissait en elle, inconscient de la méchanceté qu'il avait engendrée. Ses désirs n'avaient jamais été grandioses. Elle ne rêvait ni de diamants, ni de voitures de luxe. Elle rêvait de la dignité de pouvoir acheter ses vitamines prénatales sans avoir à choisir quelle facture laisser impayée. Elle rêvait d'un petit appartement où elle pourrait monter un berceau sans craindre d'être expulsée. Elle rêvait de donner à son fils une vie de paix, une vie où il serait aimé inconditionnellement, une vie qui prouverait que le caractère d'une personne ne se mesure pas au solde de son compte en banque. Ce travail, avec ses horaires épuisants et ses clients difficiles, était le seul pont entre son présent précaire et cet avenir rêvé. Et Alexandre, avec sa menace désinvolte, était sur le point de dynamiter ce pont. Prenant une profonde inspiration, elle redressa les épaules. La peur était toujours là, un nœud glacé dans son estomac, mais elle était maintenant enveloppée d'une couche de détermination. Elle prit son carnet. Le visage impassible, un masque de professionnalisme qui lui coûta chaque gramme de force, elle s'approcha de nouveau de la table. « Êtes-vous prêt à commander ?» Sa voix était calme, presque mécanique, un miracle de maîtrise de soi. Camille la toisa de haut en bas, un sourire de mépris aux lèvres. Il était temps que la tortue se décide à revenir, dit-elle, assez fort pour que la table voisine entende. Je prendrai le filet au poivre, mais je veux que le chef s'assure que le poivre est moulu à la minute, et je veux la viande saignante, mais juste après bleue. Si elle arrive avec la moindre goutte de sang en trop, je la renvoie. L'ordre était une provocation, conçue pour la dérouter, la faire échouer. Chloé nota simplement, sans expression. « Et à boire ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur le papier. C'est alors qu'Alexandre parla, et sa cible était beaucoup plus directe. « Apportez le château Margaux 1995, dit-il, en la regardant droit dans les yeux, un défi clair. Et assurez-vous qu'il soit à la bonne température. Je déteste quand les amateurs gâchent un bon vin. » Le mot « amateur » fut comme une gifle. Amateur, c'est ce qu'elle était pour lui. Une amateur dans la vie, quelqu'un qui n'avait pas su régler le problème. Le prix de cette bouteille lui traversa l'esprit. Une fortune, l'équivalent de 4 mois de son loyer. Assez pour acheter le berceau, la poussette, les couches pour toute la première année, et il le commandait avec la même facilité qu'on demande un verre d'eau. La nausée lui monta à la gorge. Elle hocha la tête. « Tout de suite, monsieur. » En se retournant, son regard croisa celui de Philippe, le directeur du restaurant. Il était près du bar, les bras croisés, le front plissé. Le message était clair. Ce client est important. Pas de vague. La pression était écrasante. Chaque pas vers la cave semblait peser 1 tonne. La douleur dans le bas de son dos, une compagne constante ces derniers mois, criait sa protestation. Ses jambes étaient enflées, et elle ressentait un épuisement si profond qu'il semblait s'être infiltré jusqu'à ses os. Mais elle continua. Dans un coin caché, avant d'entrer dans la cave, elle s'arrêta 1 seconde, la main à plat sur son ventre. Le bébé bougea, un léger coup de pied, comme pour dire « Je suis là, maman ». C'était le carburant dont elle avait besoin. Elle trouva le vin, la bouteille lourde et froide dans ses mains. À son retour, le rituel commença. Elle présenta l'étiquette à Alexandre, qui l'inspecta avec un air d'ennui royal. D'une main qui ne tremblait pas, elle coupa la capsule et inséra le tire-bouchon avec la précision d'un chirurgien. Le bruit du bouchon qui sortait était subtil. Parfait. Elle en versa une petite quantité pour qu'il goûte. Alexandre fit tourner le liquide dans son verre, le sentit et but enfin une gorgée. Il la fixa pendant de longues secondes, cherchant un défaut, une faille. N'en trouvant pas, il fit simplement un geste dédaigneux de la main.
Servez. Chloé servit d'abord Camille, puis lui, et se retira de la table en silence, le cœur battant contre ses côtes. Elle avait remporté la première bataille. Elle avait affronté l'humiliation de front, et y avait répondu avec une compétence qui l'avait désarmée. Mais en regardant l'horloge, elle réalisa que la soirée ne faisait que commencer. Le désir d'une vie simple et digne semblait, à cet instant, le rêve le plus impossible du monde. Et le conflit à cette table était loin d'être terminé. Ce n'était que le premier acte d'une pièce cruelle qu'il semblait déterminé à jouer jusqu'au bout. La fragile victoire de Chloé, obtenue avec des mains fermes et un masque d'indifférence, fut de courte durée. Pour des gens comme Alexandre et Camille, le sang-froid d'un inférieur n'est pas un signe de force, mais un affront qui doit être écrasé. Le plat principal arriva, et avec lui, la deuxième vague de l'assaut. Chloé déposa les créations du chef devant eux avec une précision silencieuse. L'arôme de la nourriture était riche et invitant, un contraste grotesque avec l'atmosphère venimeuse de la table. Camille saisit ses couverts en argent comme s'il s'agissait d'instruments chirurgicaux. Elle coupa un minuscule morceau de son filet, le porta à sa bouche, mâcha une seule fois et reposa sa fourchette avec un claquement théâtral. Son visage se tordit en une grimace de dégoût. « Alexandre, mon chéri, soupira-t-elle, la voix chargée d'une fausse déception, c'est tout simplement immangeable. J'ai été très précise. J'ai demandé exactement entre bleu et saignant. C'est vulgaire. » Le mot « vulgaire » flotta dans l'air, clairement destiné à Chloé. Alexandre, qui n'avait même pas touché à sa propre nourriture, endossa immédiatement le rôle de juge offensé. Il repoussa l'assiette de Camille du bout des doigts. « Inacceptable », déclara-t-il d'un ton grave, comme s'il jugeait un crime d'État. « Remportez ça en cuisine, et informez votre chef que si c'est ça son standard, il devrait peut-être envisager une carrière à la plonge. Un conseil que certaines personnes ici devraient suivre. » La menace, autrefois chuchotée, était désormais publique. Le venin se propageait. Chloé sentit la chaleur monter à son cou. Des dizaines de paires d'yeux se tournèrent vers elle. À cet instant, elle était le spectacle. Elle savait, avec la certitude de quelqu'un qui connaît le métier, que la cuisson de la viande était parfaite. Le chef, Jean-Pierre, était un maître, un homme au tempérament fort mais juste, qui tirait une grande fierté de chaque plat qui sortait de sa cuisine. Maintenant, elle allait devoir retourner voir cet homme orgueilleux et lui dire que son travail avait été jugé vulgaire par une femme qui ne connaissait probablement pas la différence entre un filet et un faux filet. Elle allait devoir s'excuser pour une erreur qui n'existait pas, une humiliation qui faisait écho à sa propre vie avec Alexandre, où elle finissait toujours par s'excuser pour ses sentiments, ses ambitions, ses erreurs à lui. « Je vous prie de m'excuser, madame. Je vais vous faire préparer une nouvelle assiette immédiatement, » dit Chloé, sa voix un fil d'acier. Le trajet jusqu'à la cuisine sembla durer une éternité, chaque pas sous le poids des regards curieux. Elle se sentait comme une criminelle dans le couloir de la mort. En tendant l'assiette à Jean-Pierre et en expliquant la situation, elle vit l'indignation dans ses yeux, suivie d'un soupir de résignation. Il savait comment fonctionnait le jeu. Le client riche a toujours raison. Pendant que la nouvelle assiette était préparée, le son de la conversation de la table 7 parvenait jusqu'à l'entrée de la cuisine. Alexandre et Camille parlaient fort, intentionnellement. Ils discutaient des mérites d'un nouveau yacht qu'ils prévoyaient d'acheter, se plaignaient du service à bord lors de leur récent voyage en première classe à Monaco. Chaque mot était une démonstration de pouvoir, un rappel à tous les alentours et surtout à Chloé, du gouffre qui les séparait. Finalement, avec la nouvelle assiette en main, elle retourna en salle. Elle était concentrée, déterminée à en finir sans craquer. Alors qu'elle se penchait pour poser l'assiette devant Camille, Alexandre, au milieu d'une phrase sur le marché boursier, fit un geste brusque de la main. Le geste était calculé, trop vif pour paraître accidentel, mais trop lent pour être crédible. Sa main heurta violemment le grand verre d'eau glacée. Le verre se renversa, déversant son contenu glacial sur la nappe en lin, le sol en marbre et surtout sur les chaussures et le bas de l'uniforme de Chloé. Le choc de l'eau froide sur ses chevilles enflées fut vif.
Pendant une seconde, elle eut le souffle coupé. « Oh mon Dieu !» s'exclama Alexandre avec un jeu d'acteur digne d'un prix. « Regardez ce que vous m'avez fait faire. Si vous n'étiez pas si lente et maladroite, je n'aurais pas eu ce sursaut. » La culpabilité, tel un animal dressé, lui sauta immédiatement sur les épaules. Camille poussa un soupir exaspéré. « Franchement, vous ne pouvez même pas servir une table sans provoquer une catastrophe. Regardez-moi ça, ça mouille le bout de mes manolos blaniques. Vite petite, allez chercher un chiffon et nettoyez ça avant que ça ne tâche. » Le mot « petite » fut prononcé avec un mépris qui la réduisit à néant. Le directeur Philippe, qui observait de loin, lui fit un geste frénétique pour qu'elle règle la situation. Elle n'avait pas le choix. Le cœur transformé en pierre de glace, Chloé alla à l'office, prit une serpillière propre et revint. Et puis, le moment culminant de cette torture. Devant la salle silencieuse, elle dut s'agenouiller aux pieds de l'homme qui l'avait abandonnée enceinte. L'effort fut immense, son ventre la déséquilibrait, et une douleur aiguë lui traversa le dos. Elle posa une main sur le sol pour se stabiliser, le tissu rêche de son uniforme mouillé collant à sa peau. Là, à quatre pattes, nettoyant l'eau qu'il avait renversée, la réalité la frappa avec la force d'un coup de poing. Sa vision du monde était celle de ses chaussures chères à lui, en cuir italien poli, et des talons aiguilles de Camille, rouges comme le sang. C'était sa place, à leurs yeux, par terre. Elle se concentra sur le mouvement de ses mains, sur le chiffon absorbant l'eau, sur le reflet déformé des lumières du lustre sur le marbre humide. C'était un mécanisme de défense, pour ne pas crier. Chaque goutte d'eau était une promesse rompue. Chaque glaçon était un mot d'amour qui s'était révélé être un mensonge. Elle nettoyait sa saleté, une fois de plus, la saleté d'une vie qu'il avait jetée. Des larmes chaudes montèrent à ses yeux, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était une rage si pure, si concentrée, qu'elle semblait la brûler. Elle ne pleurerait pas, elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Avec une dignité qu'elle puisa dans un endroit qu'elle ne savait pas exister, elle finit de sécher le sol et se releva lentement, tout son corps protestant. Quand elle fut debout, épuisée et humiliée, Alexandre porta le coup de grâce. Il leva la main et appela le directeur. « Philippe, s'il vous plaît. » Le directeur accourut à la table, le visage pâle. « Oui, monsieur de Villiers, un problème ?»« Un problème. Je dirais plusieurs, » dit Alexandre, la voix calme et létale. Il regarda Chloé qui se tenait immobile à côté de la table, une statue de souffrance. Le service de cette employée a été atroce. Elle est incompétente, maladroite, et franchement, il marqua une pause, regardant directement le ventre de Chloé. Son état est inapproprié pour un établissement de ce calibre. C'est une image déprimante pour les clients qui payent une fortune pour dîner ici. La cruauté de ces mots coupa le souffle de la salle. S'attaquer à sa grossesse, à la vie de son propre enfant, comme quelque chose de déprimant, quelque chose à cacher. C'était monstrueux. Philippe balbutia. « Monsieur de Villiers, je vous présente mes plus plates excuses. Je vous assure que je ne veux pas de vos assurances. Je veux une solution, » le coupa Alexandre. « J'espère ne plus la revoir près de ma table ce soir. » Le directeur, coincé, regarda Chloé avec désespoir. Il n'était qu'un homme essayant de garder son emploi. Et à cet instant, Chloé comprit. L'humiliation était complète. Il ne l'avait pas seulement mise dans l'embarras. Il l'avait effacée, faisant d'elle un objet indésirable à retirer. Et dans le silence assourdissant du restaurant, elle ne sentit plus rien. La rage était partie. La douleur était partie. Il ne restait qu'un vide froid et une terrible clarté. Elle voyait Alexandre non pas comme l'homme qu'elle avait aimé, mais comme un étranger, une coquille vide, un puits de ténèbres. Et elle sut, avec une certitude absolue, que la nuit n'était pas encore terminée. Le silence qui suivit les paroles d'Alexandre était lourd, étouffant. Chloé resta debout, une cible éclairée au centre de la salle, tandis que Philippe, le directeur, s'apprêtait à exécuter la sentence. Il fit un pas vers elle, la main tendue, son expression un mélange de pitié et de panique. « Chloé, s'il vous plaît, accompagnez-moi à mon bureau » murmura-t-il, la voix tremblante. C'était la fin. Le pont vers l'avenir de son fils s'effondrait. Mais avant qu'elle ne puisse faire le premier pas vers son renvoi, une autre voix,
calme et étonnamment puissante, trancha la tension comme une lame. « Philippe !» La voix n'était pas forte, mais elle contenait une autorité qui figea le directeur sur place. « Laissez cette jeune femme exactement où elle est. » Tous les regards se tournèrent vers l'origine de la voix. D'une table discrète dans un coin, une dame d'environ 70 ans se levait. Elle était élégante, mais sans ostentation. Elle portait une simple robe sombre, un collier de perles et des chaussures plates. Pas de bijoux tape à l'œil ou de vêtements de marque. Sa richesse résidait dans sa prestance, dans l'intelligence vive de ses yeux qui, à ce moment, étaient fixés sur la table 7. C'était Éléonore Fournier, la légendaire fondatrice et propriétaire de l'hôtel, une figure presque mythique pour les employés, connue pour ses visites anonymes afin de superviser la qualité de ses établissements. Elle traversa la salle, et le son de ses pas était la seule chose qu'on entendait. Il n'y avait aucune hâte. Chaque pas était délibéré, mesuré. À mesure qu'elle avançait, l'énergie du lieu changea. La curiosité remplaça la tension. Alexandre et Camille la regardèrent y s'approcher avec une expression d'agacement. Pour eux, ce n'était qu'une autre vieille femme qui se mêlait de ceux qui ne la regardaient pas, probablement une cliente seule, cherchant à se donner de l'importance. « Bonsoir », dit Madame Fournier en arrivant à la table, la voix toujours douce, presque conversationnelle. « Excusez-moi d'interrompre un dîner si animé. Mais j'observais de loin et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la performance. » Alexandre haussa un sourcil, l'arrogance revenant. « Et qui êtes-vous ? La présidente du fan-club de la serveuse. Si ça ne vous regarde pas, je vous suggère de retourner à votre soupe avant qu'elle ne refroidisse. » Camille laissa échapper un petit rire méprisant. « Ce doit être la solitude, chérie. Certaines personnes ont besoin de se mêler de la vie des autres pour se sentir exister. » Bam ! Madame Fournier ignora Camille comme si elle était un objet inanimé, un accessoire de table. Son attention resta sur Alexandre, son regard ne fléchissant jamais. « Il ne s'agit pas d'exister, monsieur de Villiers. Il s'agit de décence. Une qualité humaine fondamentale que, à en juger par votre comportement ce soir, vous semblez ignorer complètement. » La formalité et la précision de ces mots le prirent par surprise. La colère brilla dans les yeux d'Alexandre. « Écoutez-moi bien, madame. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais je suis Alexandre de Villiers. Ma famille est cliente de cet hôtel depuis des générations. Je peux vous faire mettre à la porte, vous et cette employée incompétente, d'un seul coup de fil. Compris ? » La menace flotta dans l'air. L'atout final d'un homme habitué à tout et tout le monde acheté. C'est alors que Madame Fournier sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux, c'était un sourire fin, glacial, tranchant. « J'en doute fort, monsieur de Villiers, » dit-elle, la voix encore plus basse, l'obligeant à se pencher pour entendre. « Parce que le coup de fil, c'est à moi qu'il faudrait le passer. » Elle marqua une pause, laissant la phrase suspendue dans l'air pendant une seconde qui parut 1 heure. « Je m'appelle Éléonore Fournier, et cet hôtel, ainsi que tout ce que vous voyez autour de vous, est à moi. » L'effet fut instantané. Le visage d'Alexandre devint livide. Sa bouche s'ouvrit et se referma sans émettre un son. Le masque de pouvoir arrogant vola en éclats, révélant l'homme petit et peu sûr de lui en dessous. Camille suffoqua, sa main se portant à son collier de diamants comme pour y chercher du réconfort. Quelque part dans la salle, une fourchette tomba par terre, le son métallique résonnant dans le silence stupéfait. Philippe, le directeur, semblait sur le point de s'évanouir. La dynamique du pouvoir de l'univers entier s'était inversée en ces 10 secondes. Maintenant, en contrôle absolu, Madame Fournier se tourna enfin vers Chloé. La dureté de son regard s'adoucit, laissant place à une expression de respect et de compassion. « Chloé, dit-elle, et l'utilisation de son prénom fut un baume. Je veux que vous sachiez que j'ai tout vu, chaque insulte, chaque provocation. Et je veux que vous sachiez que vous avez fait preuve d'une classe, d'une patience et d'un professionnalisme ce soir qui vont bien au-delà de ce que je pourrais exiger de quiconque. Vous avez été impeccable. » Les mots la frappèrent avec la force d'une vague, lavant une partie de la souillure de l'humiliation. Pour la première fois de la soirée, Chloé se sentit vue,
Madame Fournier tourna alors son regard vers Alexandre, et l'acier revint dans sa voix. « Mais vous, dit-elle le ton tranchant, vous avez été une honte. J'ai bâti cet endroit sur un principe simple. L'excellence du service repose sur le respect mutuel. Mes employés sont l'âme de cette maison. Ils ne sont pas vos serviteurs. Ils ne sont pas des punching balls pour votre ego fragile. » Elle fit un pas de plus, sa petite taille dominant d'une manière ou d'une autre le milliardaire. « Je vous ai entendu vous plaindre de la nourriture. Je vous ai vu renverser accidentellement l'eau, et à mon plus grand dégoût, je vous ai entendu qualifier la grossesse de cette femme d'image déprimante. Laissez-moi vous dire ce qui est déprimant, monsieur de Villiers. Déprimant, c'est un homme avec vos ressources et votre influence, qui choisit de les utiliser pour tourmenter une femme enceinte qui travaille honnêtement pour construire une vie pour elle et son enfant. Déprimant, c'est un caractère si pauvre, si vide, qu'il a besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand. » Elle fit une pause, son regard balayant son visage pâle. « Vous êtes fier de votre argent, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai commencé dans ce métier en faisant la plonge dans la cuisine d'un restaurant qui n'était même pas un dixième aussi bon que celui-ci. Je sais ce que c'est que de rentrer chez soi avec les pieds si douloureux qu'on ne peut pas dormir. Je sais ce que c'est que de sourire à un client qui vient de vous traiter comme un déchet. La différence entre vous et moi, c'est que j'ai appris que la dignité est la seule chose que l'argent ne peut pas acheter. Et ce soir, Chloé a prouvé qu'elle en possédait une fortune. Et vous vous êtes révélé être un indigent. » Alexandre, enfin, retrouva sa voix, un murmure pathétique. « Madame Fournier, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que c'était vous. C'était un terrible malentendu. »« Ne vous méprenez pas, » l'interrompit-elle, la voix finale, implacable. « Il n'y a pas eu de malentendu. Il y a eu un choix, et vous avez choisi d'être cruel. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez choisi la mauvaise personne et le mauvais endroit pour le faire. » Madame Fournier regarda Philippe. « Philippe, l'addition de la table 7 est pour la maison. Considérez cela comme des frais de nettoyage moral. Et s'il vous plaît, accompagnez monsieur de Villiers et son invité jusqu'à la sortie. » Elle se tourna vers Alexandre une dernière fois. « Je vous suggère de partir maintenant, vous et votre compagne, et de ne plus jamais remettre les pieds dans aucun de mes établissements. Votre présence n'est pas la bienvenue. » L'humiliation était maintenant la leur, publique et indéniable. Sous les regards silencieux et réprobateurs de tout le restaurant, Alexandre et Camille se levèrent. Sans un mot, ils se dirigèrent vers la sortie, l'arrogance remplacée par une honte hâtive. Chloé resta là, à regarder ses bourreaux battre en retraite. Et tandis que la porte du restaurant se fermait derrière eux, une seule larme, chaude et libératrice, coula enfin sur sa joue. Ce n'était pas une larme de douleur, c'était une larme de justice. La porte du restaurant se referma, mais l'écho du départ humiliant d'Alexandre et Camille resta dans l'air. Le silence qui s'installa était différent. Ce n'était pas un silence de tension, mais d'assimilation. Des dizaines de dîners furent oubliés, le vin tiédissait dans les verres. Toute la salle, auparavant une scène pour la cruauté d'un homme, était maintenant une chambre d'écho pour sa chute. Chloé resta immobile au centre de tout, la larme solitaire séchant sur son visage. C'était comme si elle avait été dans l'œil d'un cyclone, et que maintenant, dans le calme qui suivait, elle pouvait enfin voir la dévastation. Mais la dévastation n'était pas en elle. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait entière. La peur qui l'avait accompagnée comme une ombre, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, d'être à jamais définie par son abandon, s'était dissipée sous les lumières crues du restaurant. L'humiliation qu'il avait tenté de lui infliger avait agi comme un feu purificateur, brûlant les derniers doutes qu'elle avait sur elle-même. Il ne l'avait pas brisée, il l'avait forgée. Elle regarda les gens aux tables. Des étrangers qui, quelques instants auparavant, n'étaient que des visages anonymes, étaient maintenant des témoins. Leur regard n'était plus de pitié, mais d'un respect silencieux, d'admiration. Ils avaient vu son épreuve, et maintenant ils voyaient sa résilience.
Madame Fournier était à ses côtés, une présence solide et protectrice, l'incarnation de la justice qu'elle croyait ne pas exister. Elle n'était plus seule. Cette prise de conscience était aussi bouleversante que la douleur qui l'avait précédée. La victoire, cependant, semblait toujours appartenir à Madame Fournier. C'était la propriétaire de l'hôtel qui l'avait expulsée. C'était son pouvoir qui l'avait vaincue. Chloé avait été la cause, mais Madame Fournier avait été l'arme. Et peut-être, pensa une petite partie d'elle, que c'était suffisant. Mais quand Alexandre, déjà près de la porte, s'arrêta et se retourna, elle sut que la bataille n'était pas encore terminée. Il ne la regarda pas. Il n'en avait pas le courage. Son regard se tourna vers la seule personne dans la pièce dont il reconnaissait encore le pouvoir. Éléonore Fournier. Son visage était un masque de fausse sincérité, une dernière et pathétique tentative de réécrire l'histoire à son avantage. « Madame Fournier, dit-il, la voix projetée pour paraître raisonnable, comme celle d'un homme lésé. Avec tout mon respect, vous ne comprenez pas notre histoire. Il y a des complexités, des nuances. Ce que j'ai fait ce soir, d'une certaine manière, j'essayais de protéger sa réputation autant que la mienne. C'est une situation délicate. » L'audace du mensonge coupa le souffle à Chloé. Protéger sa réputation. Il essayait de protéger sa propre peau, son propre nom, son propre empire construit sur des fondations d'apparence. Il ne regrettait pas sa cruauté. Il regrettait de s'être fait prendre. Ces mots furent l'étincelle finale. Le calme de Chloé se transforma en une force motrice. Il ne s'agissait plus de le faire expulser. Il s'agissait que la vérité soit dite, par elle, pour elle. Elle fit un pas en avant. Un seul pas qui la replaça au centre de l'attention. La salle, qui commençait à reprendre son murmure, se tut à nouveau. « Non !» sa voix résonna. Elle n'était pas forte, mais elle trancha l'air avec une clarté qui fit se retourner tout le monde. Alexandre, pris au dépourvu, la regarda enfin. « N'osez pas parler de me protéger, Alexandre. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et pour la première fois, il n'y avait pas de peur, seulement une force inébranlable. Vous ne me protégiez pas, vous vous cachiez, vous ne craignez pas pour ma réputation. Vous craignez que la vôtre soit entachée par la vérité. La vérité que vous êtes un homme qui fait des promesses dans des draps de soie et les brise dans des bureaux d'acier. La vérité que vous parlez d'amour, mais que vous ne comprenez que les transactions. Elle fit un autre pas, réduisant la distance entre eux. Camille recula, comme si la simple présence de Chloé la brûlait. « J'ai passé des mois, après que vous m'ayez quitté, à penser que j'avais tout perdu. Je me sentais petite, brisée, sans valeur. En vous regardant ce soir, Alexandre, avec votre vin à 8 000 € et votre compagnie vide, je comprends, enfin. Je n'ai rien perdu. Je me suis débarrassé d'un poids. Vous vivez dans une cage dorée, entourée de luxe, mais votre âme est misérable, elle est pauvre, et c'est une pauvreté qu'aucun argent ne peut guérir. » Le visage d'Alexandre était une toile de choc et de fureur contenue. Il n'était pas habitué à être confronté, surtout par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. Chloé posa ses 2 mains sur son ventre, un geste qui n'était plus de protection instinctive, mais de pouvoir affirmé. « Vous avez appelé ça ?» dit-elle, la voix brisée par une émotion qui n'était pas de la faiblesse, mais de la fierté. Une image déprimante. Vous avez tort. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas une honte. C'est ma force. C'est ma rédemption. C'est la preuve que même après votre venin, mon corps est encore capable de créer la vie. C'est la preuve que l'amour, le véritable amour, celui que vous ne comprendrez jamais, est plus fort que votre ego. » Elle le regarda droit dans les yeux, et sa voix devint un serment. « Et je veux que vous sachiez une chose, et que cela résonne dans chacun de vos dîners d'affaires et dans chacune de vos nuits solitaires. Je ne veux pas un centime de votre argent. Je ne veux pas de votre nom sur l'acte de naissance de mon fils. Et honnêtement, je ne veux même plus de vos remords, parce qu'ils seraient aussi faux que chaque mot d'amour que vous m'avez dit. » L'estocade finale fut précise, chirurgicale. « La seule chose que je veux, c'est que vous viviez avec cette certitude. Ce bébé, votre fils, aura tout ce qui compte vraiment dans le monde. Il aura un refuge où pleurer.
Il aura des valeurs pour le guider. Il aura une mère qui remuera ciel et terre pour qu'il grandisse et devienne un être humain décent, compatissant et fort. Il aura tout ce que vous, avec tous vos milliards, ne pourrez jamais acheter. Il aura une vie véritablement riche, et vous n'en ferez pas partie. Le silence qui suivit son dernier mot fut absolu, profond, comme si le monde retenait son souffle. Puis, il fut brisé. Un monsieur aux cheveux blancs à une table voisine se mit à applaudir. Un applaudissement lent, délibéré, respectueux. Sa femme se joignit à lui, et puis, comme une vague, le son se propagea. Une autre table, et encore une autre. En quelques secondes, presque tout le restaurant était debout, applaudissant. Ce n'était pas une ovation bruyante, mais une démonstration de solidarité, une reconnaissance collective du courage et de la dignité dont tous avaient été témoins. C'était la validation publique, l'absolution. C'était la communauté d'étrangers qui devenait sa force. Alexandre et Camille restèrent figés près de la porte, les visages blêmes, exposés sous la lumière de l'admiration qui était entièrement pour Chloé. Leur humiliation était maintenant complète, indéniable. Ils ne partirent pas, ils s'enfuirent, poussant la porte comme s'ils échappaient à un incendie. Chloé les regarda partir, et les larmes qui coulaient maintenant librement sur son visage étaient de gratitude. Elle regarda les visages des gens qui l'applaudissaient, le sourire fier sur le visage de Madame Fournier, et se sentit, pour la première fois, vraiment victorieuse. La serveuse humiliée avait disparu. À sa place, il y avait une femme, une mère, une lionne qui avait trouvé son rugissement. Lorsque le dernier applaudissement s'estompa, une nouvelle sorte d'énergie emplit la salle. La tension et le drame s'étaient dissipés, laissant derrière eux une chaleur humaine, un sentiment de justice collective presque palpable. Les clients retournèrent à leur conversation, mais le ton était différent, plus bas, plus réfléchi. Ils n'avaient pas seulement assisté à un dîner, mais à un couronnement. Le couronnement de la dignité sur le pouvoir. Chloé resta debout, le corps tremblant du contre-coup de l'adrénaline, le visage humide de larmes, qui n'était plus de douleur ni de joie, mais d'une libération profonde et épuisée. Madame Fournier s'approcha et, avec une douceur qui contrastait avec la force dont elle avait fait preuve quelques minutes plus tôt, posa une main ferme sur son épaule. « Assez d'être debout pour aujourd'hui, ma chère, » dit-elle d'une voix douce. « Venez, asseyez-vous un instant. » Elle guida Chloé jusqu'à sa propre table, celle qu'elle avait quittée pour intervenir, et lui tira une chaise. Pour la première fois en plus de 8 heures, Chloé s'assit. Le soulagement physique fut si intense qu'elle faillit sangloter. Madame Fournier fit signe à un serveur qui apporta rapidement un verre d'eau citronnée. « Buvez, calmez-vous. » Pendant un moment, elles restèrent en silence, Madame Fournier laissant simplement Chloé respirer, reprendre ses esprits. « J'avais une fille qui vous ressemblait, » dit soudain Madame Fournier, le regard perdu dans un lointain souvenir. Elle avait le même feu dans les yeux, la même obstination à refuser d'être vue comme fragile. La vie l'a mise à rude épreuve, mais elle n'a jamais, au grand jamais, laissé quiconque briser son esprit. Elle regarda Chloé, une lueur d'admiration dans les yeux. Le caractère, Chloé, c'est la seule chose que nous emportons du berceau à la tombe. Et le vôtre? Le vôtre est extraordinaire. Ce que vous avez fait ce soir, la façon dont vous vous êtes défendu avec tant de force et si peu de méchanceté, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est ce que vous êtes. Chloé retrouva sa voix, encore tremblante. J'ai juste pensé à mon fils. Je sais, répondit Madame Fournier. Et c'est pour ça que vous avez gagné. Il ne se battait pas pour son ego, comme Alexandre. Vous vous battiez pour une vie. Il n'y a pas de force plus puissante dans l'univers. Madame Fournier se pencha légèrement en avant. Je ne peux pas avoir quelqu'un de votre calibre et de votre intelligence qui sert des tables dans cet hôtel. Ce serait un gaspillage impardonnable. Le cœur de Chloé s'arrêta. À partir de demain, si vous acceptez, vous ne serez plus serveuse. Je veux que vous commenciez un programme de formation en gestion hôtelière. Vous apprendrez tout, de la réception aux finances. Vous aurez un vrai salaire, une assurance maladie pour vous et votre fils, et un emploi du temps dont une mère a besoin. Vous avez l'étoffe, Chloé. Je vais simplement vous donner les outils.
L'offre était plus qu'un emploi, c'était une bouée de sauvetage, c'était un avenir, c'était la reconnaissance qu'elle n'aurait jamais cru recevoir. Les larmes revinrent, mais cette fois, elles étaient de pure gratitude. L'histoire de cette nuit, comme on pouvait s'y attendre, ne resta pas confinée entre les murs du restaurant. Dans le monde des milliardaires, où la réputation est la monnaie la plus précieuse, la nouvelle du comportement d'Alexandre de Villiers se répandit comme un virus. Ce ne fut pas un scandale dans les journaux, mais pire, une rumeur venimeuse lors de dîners privés, dans des clubs de golf exclusifs, dans des conseils d'administration. Il ne fit pas faillite. Les hommes comme Alexandre le font rarement, mais il perdit quelque chose de bien plus précieux, son capital social. Les partenaires commerciaux devinrent plus prudents. Les invitations à des événements importants cessèrent mystérieusement d'arriver. Lui, qui se délectait d'être le centre de l'attention, devint un paria social, un exemple de ce qu'il ne fallait pas être. Camille, dont la loyauté était aussi profonde que son compte en banque, sentit le vent tourner. Sans le statut et l'admiration qu'elle convoitait tant, Alexandre n'était qu'un homme riche et amer. Elle le quitta quelques semaines plus tard, partant à la recherche d'un nouvel hôte pour son style de vie parasitaire. Alexandre de Villiers ne perdit pas sa fortune, mais il perdit le monde. Il se retrouva seul dans son penthouse de luxe, entouré d'œuvres d'art qui ne l'émouvaient pas et d'un silence qui criait son échec. Pendant ce temps, la vie de Chloé s'épanouissait à un rythme qu'elle pouvait à peine suivre. Elle saisit l'opportunité avec un dévouement féroce, absorbant chaque leçon, chaque défi. Son expérience en salle lui donna une perspective qu'aucun diplôme ne pourrait offrir. Elle comprenait les employés, anticipait les besoins des clients et résolvait les problèmes avec un calme et une efficacité qui impressionnaient tout le monde, en particulier Madame Fournier, qui devint son mentor et son ami. Quelques mois plus tard, par une journée de printemps ensoleillée, naquit Léo, un petit garçon en bonne santé, aux yeux curieux et aux cris puissants. Le tenir dans ses bras pour la première fois fut la véritable victoire de Chloé. Il était là son pourquoi, la raison de toute sa lutte, l'amour dans sa forme la plus pure. La leçon finale de cette nuit au restaurant ne portait pas sur la vengeance ou la justice divine, elle portait sur la nature de la vraie richesse. Alexandre croyait que la richesse était le pouvoir, le contrôle, la capacité d'acheter et de jeter les gens comme des objets. Il apprit, trop tard, que le vrai pouvoir réside dans la dignité, la résilience, la capacité de se relever après avoir été mis à terre. Chloé, de son côté, découvrit que la vraie richesse ne se trouvait pas sur une fiche de paie ou dans un titre de poste, mais dans la tranquillité d'esprit de savoir qu'elle pouvait subvenir aux besoins de son fils par ses propres efforts. Elle se trouvait dans la communauté qui l'avait accueillie, dans les amis qu'elle s'était faits au travail, dans le respect qu'elle avait gagné. La fin de l'histoire n'est pas une image d'Alexandre dans la misère, mais une image de Chloé dans sa plénitude. Dans son nouvel et modeste appartement, elle berce Léo pour l'endormir, en chantant une douce berceuse. Le clair de lune entre par la fenêtre, éclairant un avenir qu'elle a construit elle-même. Elle n'a pas vaincu Alexandre. Elle l'a simplement laissé derrière elle, une note de bas de page sans importance dans la grande histoire de sa vie. Car parfois, la plus grande victoire n'est pas de détruire son ennemi, mais de devenir si fort et si complet que son existence cesse tout simplement d'importer. L'histoire de Chloé nous montre une vérité puissante. La vraie force ne naît pas de l'absence de difficultés, mais du courage de les affronter, même quand nos jambes tremblent. Elle montre que le monde peut essayer de nous mettre à genoux, de nous humilier et de nous définir par nos circonstances, mais que notre dignité est un territoire que nous seuls pouvons céder. Peut-être que vous, qui regardez cette vidéo maintenant, vous êtes déjà senti invisible, sous-estimé ou traité injustement. Peut-être avez-vous déjà affronté votre propre Alexandre, quelqu'un qui a essayé de vous faire croire que vous valiez moins que ce que vous êtes vraiment. Le parcours de Chloé est un rappel que même dans les nuits les plus sombres, il y a une force intérieure qui attend d'être découverte, une voix qui attend d'être entendue.
Si cette histoire a touché votre cœur et vous a rappelé votre propre valeur inestimable, nous voulons créer une chaîne de force ici, dans les commentaires. Écrivez le mot « dignité », pas seulement comme un mot, mais comme une déclaration. Une promesse à vous-même que vous ne permettrez jamais au bruit du monde d'étouffer la musique de votre âme. Chaque commentaire sera une brique dans la construction d'un mur de respect et de soutien mutuel. Et si, en regardant, le visage de quelqu'un vous est venu à l'esprit, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui traverse une bataille silencieuse, partagez cette vidéo. Parfois, une histoire est le souffle d'espoir dont une personne a besoin pour continuer à se battre. Soyez cette lumière dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Nous croyons que les histoires ont le pouvoir de changer le monde, un cœur à la fois. Pour ne plus manquer aucun de ces parcours de dépassement et d'inspiration, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications. Rejoignez notre communauté. Merci beaucoup d'avoir regardé.